messieurs, nous allons débuter notre petit séminaire, notre débat Les pieds dans le lave. Je voudrais vous souhaiter, au nom des organisateurs, la bienvenue. Pour moi qui m'occupe, comme vous le savez peut-être, du journal Tout l'immobilier, c'est un grand plaisir d'animer ce débat, quoique l'animation ne sera sans doute pas nécessaire vu l'intérêt du sujet et la qualité des orateurs. Alors, le comptoir immobilier est la chambre de commerce, la CCIG, Chambre du commerce, de l'industrie et des services de Genève, c'est juste, voilà, je dirais peut-être la CCIG dorénavant. Vous ont fait le plaisir d'organiser, et je dois dire que... Bien, alors, la Praille, vous le savez, 230 hectares, un gros tiers à Lancy, un tiers à Carouge, un tiers à Genève. Actuellement 20 000 emplois, 1600 entreprises, dont beaucoup de représentants sont ici, 3200 logements. Le grand projet dont on a parlé au tout début, c'était 40 000 emplois, 6 000 logements, puis 9 000 logements. Aujourd'hui, on est à 11 et 11 000 logements, 11 000 emplois, mais tout ça, Madame Giraud vous le dira beaucoup mieux que moi. Ce que je pourrais dire comme observateur extérieur et d'une neutralité absolue, c'est qu'il y a eu beaucoup de qualificatifs sur ce projet La Praille, sur ce nouveau futur centre-ville de Genève. Le seul qu'on n'ait pas utilisé, c'est le long fleuve tranquille. Par contre, je relève simplement 4 titres que j'ai vus dans les journaux de qualité que nous avons. Course de fond, ça c'était un conseiller d'État qui disait ça. Le projet qui démolit ses directeurs. Le Monopoly, et puis le dernier, c'était l'Eldorado. Alors j'ai fait exprès de finir par quelque chose de positif, puisque cette réunion a pour but aussi de répondre aux questions des entreprises et des entrepreneurs. C'était la volonté des organisateurs. Alors, pour parler de tout cela, nous avons évidemment les gens les plus compétents qui soient. Tout d'abord, Madame Isabelle Giraud, qui est la directrice de l'urbanisme au département du même nom. Ensuite, Monsieur Yann Borgstedt, entrepreneur et qui est responsable des entreprises, enfin de l'association des entreprises de l'Étoile, donc du secteur de l'Étoile. Michel Balestra, que peut-être un ou deux d'entre vous connaissent, qui a dirigé la CCIG et plein d'autres choses, et qui est également le responsable ici de l'association Praille-Grosselin. Charles Lassos, directeur de la Chambre de commerce, etc., CCIG, un des directeurs, un des responsables, membre de la direction, pardon. Et enfin, Philippe Meuschinger, qui a eu pendant assez longtemps quelques responsabilités à la FTI, qui est un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui aujourd'hui est directeur général du comptoir immobilier. Alors, comme on a 1 heure, on va essayer d'aller vite. Madame Giraud, est-ce que vous pouvez, je crois que c'est la première chose que les gens attendent, nous faire le point de la situation du projet La Praille assez rapidement, et ensuite on fera un petit tour de table. Bien. Merci, ça marche. Bon. Merci. Donc, je vais effectivement pas m'étendre de trop parce que je pense que beaucoup de monde ici connaît bien le projet et son histoire. Je vais peut-être simplement rappeler quand même le parcours, puisque vous l'avez évoqué, vous avez évoqué différents qualificatifs qui sont bien sûr tous faux et qui ont tous, disons, des superlatifs ou qui évoquent tous des superlatifs qui n'ont pas forcément lieu d'être. Je pense qu'il faut rappeler quand même que 2005, le concours sur ce secteur, 2007, l'État s'en saisit. Monsieur Meuschinger est certainement encore mieux renseigné que moi, puisque lui, il y était à l'époque. On aboutit en 2009 à un projet de modification de zone, les communes d'accord, et puis référendum. Et en 2009, on repart sur un paradigme totalement différent, puisque le projet était au départ sur une vocation majoritairement activité. On repart sur un autre paradigme, vers un quartier qui est mixte et à dominante habitat. Donc depuis, les études ont repris. 2010, les référendaires et les collectivités signent un accord qui précise justement l'objectif logement, 11 000 logements, 11 000 emplois, l'objectif aussi de mixité.
Et puis donc 2011, modification de zone adoptée à l'unanimité, mi-2011. Et puis donc depuis, nous continuons à travailler pour un objectif d'adoption d'un PDQ qui sera terminé, je pense probablement fin 2013. Alors, pendant tout ce temps, c'est vrai que des changements de programme aussi considérables, ça nécessite tout de même de revoir un certain nombre d'études. Donc, on dit toujours que c'est très long, mais je pense que, vu le nombre, disons, d'hypothèses qui ont été envisagées en matière de programme, il y a quand même une certaine rapidité dans la capacité de réaction des équipes qui travaillent dessus. Et aujourd'hui, on a accumulé beaucoup de connaissances de ce quartier. On a réalisé, on est à bout touchant sur à peu près tous les domaines, disons, d'études thématiques qui sont indispensables, que ce soit au point de vue de la structuration du quartier avec des études sur les espaces publics, sur la mobilité, des études sur l'environnement dans tous les domaines, hein, que ce soit le bruit, que ce soit les questions de risque hydraulique, etc. Donc ça sont des études qui se terminent. Que ce soit sur des études de chiffrage, également des infrastructures nécessaires et d'évaluation de la capacité à tenir des bilans économiques possibles pour les différentes opérations, et également des équilibres économiques à l'échelle macro du quartier. Donc ça, c'est des choses qui sont encore en cours, parce qu'à force disons d'avoir différentes hypothèses de programme, on imagine bien que ces choses-là sont extrêmement fluctuantes. On a également pas mal fait d'études sur les différents secteurs. Il y a 3 grands secteurs, grosso modo, dans le parc qui ont été étudiés pour aller plus loin sur les images directrices. Donc on est pas mal avancé sur tout le secteur acacia, parce que là les études ont commencé un peu plus tôt et qu'on a des images qui sont assez fines. On sait que dans ce secteur acacia, on sera plutôt sur une ville qui a une écriture plutôt classique, hein. C'est pas des îlots au 19e siècle, mais c'est tout de même quelque chose qui est un peu classique. C'est aussi le secteur qui est le plus construit aujourd'hui, là où il y a le plus de logements. Sur le secteur Praille, donc on est dans un secteur où il y a beaucoup d'entreprises qui a donné lieu d'ailleurs à la publication de l'image directrice qui avait été dressée par Diner, et donc on a un petit peu l'allure en tête de ce quartier. Sur le secteur de l'Étoile, on a là aussi pas mal d'études qui ont donné l'image d'un secteur de Tours. Donc voilà, on a comme ça beaucoup d'éléments qui ont été rassemblés, qui aujourd'hui nous permettent d'avancer sérieusement sur un plan directeur de quartier. Donc on est à peu près sûr de tenir la fin de l'année 2013 pour sortir ce plan directeur de quartier, sachant que bien évidemment il y a beaucoup de discussions avec tous les partenaires autour de ce projet, que les communes légitimement prêchent pour que les équipements de quartier ne soient pas oubliés, qu'au mois de juin, donc, notre conseiller d'État est rentré en matière sur une revendication forte des communes qui était l'idée qu'il fallait absolument avoir un grand parc à l'échelle de ce quartier, et que ça nous a donc réorienté dans nos priorités pour étudier cette question-là, pour savoir si c'était pertinent, si c'était faisable et si c'était supportable financièrement. Et donc on est encore dans ces études-là qui, bien évidemment, ont un impact sur le plan directeur de quartier en général. Donc il est clair que même si les moyens sont mis, même si les études avancent, on est encore dans des discussions qui nous font dire qu'on ne peut pas être absolument 100% sûr de tenir le délai initial qui était mi-2013 pour la réalisation de ce PDQ. On est aujourd'hui plutôt sur un objectif d'un PDQ à la fin de l'année 2013. D'accord, merci Madame Giraud. Alors moi j'ai entendu beaucoup le mot étude, mais bon c'est bien d'étudier, ça c'est sûr. Maintenant j'ai l'impression que si je donne la parole à Monsieur Borgstedt, il va plutôt vous parler coûts, délais et conditions de relocation. Mais ça c'est peut-être pour la deuxième partie. Alors, si je peux me permettre de rajouter juste une chose, parce qu'effectivement, vous dites beaucoup études, et j'ai oublié quand même une partie importante, c'est que parallèlement à ces études, c'est vrai qu'on a des réalisations
qui sont en cours, enfin qui sont plus précises, des opérations sur lesquelles on travaille. Donc vous avez vu dans la presse pas mal de concours qui sont sortis, hein, qui sont un petit peu périphériques, c'est vrai, à l'opération du PAV, puisque bon, il y a quand même le secteur Sauvalpe qui avance. Donc la SNCF travaille sur des choses qui sont concrètes au point de vue immeubles qui sortent. On a un concours des espaces publics qui est sorti également à cet endroit-là. Le concours de Bachet est sorti. Il y a la promenade des Crêtes également qui vient de faire l'objet d'une ouverture d'exposition. Et puis il y a le concours de la Marbrerie également, qui est le premier immeuble sans doute qui sortira. Et puis le Conseil d'État a validé l'idée d'un concours investisseur-architecte sur le secteur de la caserne des Vernets. Donc là, j'ai pointé les opérations concrètes qui sortiront. Il y a d'autres projets dans les cartons qui sont en cours, donc d'autres secteurs sur lesquels on verra probablement des réalisations plus rapides. Parfait. Alors maintenant, la voix d'un entrepreneur, même de plusieurs. Allez-y, Monsieur Borchett. Donc, je vais donner un peu de contexte. Donc, je suis président de l'association Étoile, donc l'Étoile. Et j'ai aussi un autre terrain où on travaille sur un projet qui est route de l'ancienne usine de Cornichon-Chira, pour ceux qui connaissent, qui est route de Saint-Julien, où là, c'est 400 logements, dont 2 tiers de logements sociaux. Donc, on travaille sur 2 problématiques totalement différentes. C'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, ça a été un peu long, et c'est toujours long, hein. C'est quand même assez frustrant. Il y a beaucoup de points qui n'ont pas été réglés. Typiquement, on parle du droit de superficie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises ici. On paye un droit de superficie. L'État, pendant longtemps, s'est dit que ces terrains lui appartiennent. Maintenant, il y a quand même un grand débat sur qu'est-ce qu'un droit de superficie. L'État est le propriétaire final de ce terrain. Maintenant, il y a des entreprises dessus qui ont une valeur. Et si on doit les reloger, ça a un coût pour l'État. Donc, j'ai entendu différents chiffres. Mais c'est vrai que si l'État veut reloger toutes les entreprises, on parle de plusieurs milliards. Donc quand on parle d'Eldorado, en tout cas, ce n'est pas un Eldorado pour l'État. Donc aujourd'hui, on est dans des discussions avec l'État sur les plans financiers. Sur quels sont parce que quand l'État veut construire 2 tiers de logements sociaux et après, il veut valoriser aussi les terrains, c'est 2 choses qui ne vont pas ensemble. Donc on a tous ces débats. Moi, personnellement, j'ai été très longtemps très frustré. Je vois que les choses avancent quand même dans la bonne direction. C'est vrai qu'au niveau de l'Étoile, il y a un mandat d'études parallèle qui avance. Sur la partie Grosselin, c'est un peu plus lent, mais je pense qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place. C'est vrai que, en tant que... Je n'ai jamais fait d'immobilier avant, donc je n'étais pas habitué à cette inertie très lente. Et je pense qu'il y a, dû à l'immobilier en général, de Genève peut-être un peu plus. Mais voilà, je suis un peu plus positif qu'il y a 6 mois en tout cas. Très bien, alors ça c'est une bonne nouvelle. Je passe maintenant la parole à Michel Balestra parce qu'évidemment il y a l'éclairage entrepreneur et également l'éclairage politique. Oui, pour la plupart d'entre nous, et je reconnais certains collègues ici dans la salle, ces droits de superficie et les immeubles qui nous appartiennent, c'est toute une vie de travail et c'est la vie de travail de nos employés et de nos entreprises. Donc évidemment, lorsqu'on apprend par la presse qu'un concours a été lancé et qu'on crée, qui est un parc public, qui est une tour, qui est sur du terrain, qui nous appartient sur la base d'un droit de superficie jusqu'en 2060, avec un contrat signé par l'État pour une activité, un prix et une durée. On est un tout petit peu surpris et puis on pense qu'on aurait pu être un peu intégré à la discussion. Progressivement, les choses évoluent, on devient de plus en plus pragmatique, on regarde l'ensemble des problèmes et à titre de propriétaire de ces terrains et de ces immeubles, nous sommes rassurés parce que l'avantage avec un droit de superficie par rapport à un acte de propriété, c'est qu'il n'y a pas d'expropriation possible, il faut que ce soit négocié. Et dans nos droits de superficie, les clauses de négociation sont prévues par contrat. Donc de ce côté-là, au niveau des actifs des entreprises, nous sommes à peu près tranquilles. Pour ce qui est de la pérennité des entreprises, là, des doutes subsistent encore. Est-ce que pendant le temps de la réalisation du PAV, nos entreprises pourront se mettre à niveau sur la base des autorisations de construire nécessaires en fonction des normes qui seront exigées et de toutes ces affaires-là? Ça, c'est une question qui reste en pending, mais je pense que la bonne foi de l'État sera totale à notre égard et que si très naturellement l'État n'acceptera pas un changement fondamental d'activité par rapport au contrat du droit de superficie, la mise à niveau de l'outil de travail devrait être possible et pour continuer son exploitation en parallèle avec la durée du projet. Et puis la troisième chose qui nous fait un très très gros souci, c'est l'accessibilité à la circulation.
Parce qu'il est évident que d'avoir le droit d'exploiter une entreprise dans un lieu déterminé, éventuellement le droit de la mettre au niveau des normes pendant le temps de son exploitation, ne vaut rien si on ne peut pas accéder et sortir. Et force est de constater aujourd'hui déjà que l'accès et la sortie de la zone sont d'une situation très difficile, déjà à partir de 4 heures l'après-midi et le matin de la même manière. Donc là, il va falloir certainement trouver des solutions pour améliorer la circulation dans cette zone. Et puis, alors ensuite, il y a toute la réflexion que nous avons globalement en tant qu'entrepreneurs, c'est de dire, de fait, une ville comme Genève doit être approvisionnée. Et la Praille, c'est un centre de transbordement rail-route et d'approvisionnement pour le canton de Genève. Alors, si on peut imaginer que pour tout ce qui est approvisionnement national, une relocalisation vers Versoix serait intelligente, pour tout ce qui est réapprovisionnement mondial, exportation, une relocalisation vers l'aéroport serait intelligente. Pour tout ce qui est approvisionnement de la cité, plus intelligent que le train qui arrive au milieu de la cité et de la distribution fine avec des véhicules adaptés, je pense qu'on ne peut pas avoir. Et politiquement ou stratégiquement, il serait incompréhensible d'imaginer qu'on mette des centaines de millions pour monter un tram dans les champs à Bernay et qu'on supprime l'arrivée de la marchandise par train au centre de la ville à Genève. Donc bon. Alors je crois que ça aussi maintenant a été complètement intégré par les responsables du projet. J'ai bon espoir. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que la localisation de cette densification est logique. Boucler la ville en termes d'urbanisme, c'est quelque chose de tout à fait logique. Nous étions même à l'époque à dire que l'autoroute de contournement deviendra le périphérique de Genève. C'est déjà le cas en matière de volume de circulation. Ce n'est pas le cas en matière d'urbanisation. Et que, puisque ça deviendra le périphérique de Genève, eh bien, il faudrait prévoir les relocalisations d'entreprises tout au long de cette autoroute. Ça pourrait faire une barrière anti-bruit, etc. Mais il va falloir prévoir des zones de relocalisation parce que si elles n'existent pas, évidemment que nous n'allons pas pouvoir accepter des accords avec l'État pour un déménagement éventuel si nous ne pouvons pas exploiter notre entreprise ailleurs. Donc toutes ces discussions devront avoir lieu. Nous nous battrons bec et ongle pour être normalement indemnisés et pour pouvoir normalement continuer à exploiter nos entreprises dans la zone. Mais par contre, nous serons tout à fait ouverts et amicaux dans l'idée qu'il faut accepter l'évolution de l'urbanisme de la ville et que cette zone va devenir une zone importante du développement urbanistique. Voilà. Merci. Alors, peut-être juste un mot, Monsieur Lassos. Vous êtes un enthousiaste du projet si on suit vos éditos dans les journaux de la Chambre de commerce. Votre enthousiasme est toujours intact et là, ce que vous entendez là vous donne confiance. Écoutez, l'enthousiasme urbanistique est toujours là, bien sûr. Maintenant, il est clair qu'on ne peut pas nier les problématiques et pour avoir fait un petit tour auprès de quelques entrepreneurs, le principal problème est l'insécurité qui existe derrière le projet. Je crois que je noue un petit peu la gerbe de ce qu'ont dit M. Borchett et M. Balestra. La grande inquiétude est de savoir de quelle manière on peut encore développer son entreprise parce que les autorisations sont bloquées très souvent actuellement. Dans l'incertitude de comment va être vue cette évolution du PAV, il y a également une difficulté de pérennité parce qu'il est clair que l'incertitude que tout le monde connaît ne favorise pas soit la transmission d'entreprise, soit une possibilité de relocation ou de relogement ailleurs. Donc voilà, les problématiques existent. Elles sont principalement financières pour l'instant, mais mon enthousiasme urbanistique n'a pas changé. Je pense effectivement que c'est le futur quartier de Genève. J'espère qu'on y verra des tours à l'étoile. J'espère qu'on y verra un peu d'enthousiasme et d'audace architecturale pour en faire quelque chose d'emblématique. Merci, Monsieur Lassos. Alors, il me reste juste à demander à Monsieur Moschinger quel est le rôle qu'un professionnel de l'immobilier, qu'une régie comme le Comptoir joue dans ce projet qui est quand même à très long terme. Est-ce que vous avez déjà
un rôle important à jouer. Alors pas avec l'ancienne casquette FTI, mais avec la nouvelle comptoir. Écoutez, tout d'abord, je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin parce que nombre d'entre vous, j'ai eu l'occasion de les installer dans la zone industrielle des Acacias et de la Praille, avant qu'on parle du projet PAV. Donc au moment où le PAV est sorti, c'était aussi une gymnastique intellectuelle de commencer à convaincre les entrepreneurs du bien fondé du projet. Donc de ce côté-là, je suis particulièrement heureux. J'ai toujours été très sensible à ce projet. Comme Mme Giraud l'a rappelé, les objectifs ont changé. D'abord, on était plutôt orienté emploi, puis les objectifs politiques ont changé, on était orienté plutôt logement. Donc toutes ces questions m'ont amené, moi, aujourd'hui personnellement, à être très sensible à l'avancée de ce projet pour m'y être engagé pendant de nombreuses années. Et je dois dire que j'ai réussi à convaincre les organes du comptoir immobilier, qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec la Chambre de commerce, d'une part d'organiser ce séminaire et puis surtout de laisser la parole en fait aux entrepreneurs, à ceux qui sont installés dans la zone et toutes les questions très pratiques qui peuvent se poser. J'ai pas souhaité, ou nous n'avons pas souhaité faire un séminaire de plus où on fait des présentations, mais vraiment de vous laisser la parole. Donc je ne vais pas être trop long. Pour répondre à votre question, M. Opikofer, donc par le fait de convaincre les organes du comptoir, on a mis une structure en place au niveau de nos collaborateurs, réunir un certain nombre de compétences qui permettent aujourd'hui de discuter avec les entreprises qui sont en place au bénéfice d'un droit de superficie, parce qu'il y a une multitude de questions qui se posent. Comme l'a dit M. Balestra, il ne faut jamais oublier que bon nombre d'entre eux, c'est toute une vie de travail qui est derrière et on ne peut pas les délocaliser ou les sortir aussi facilement. Donc il y a tout un contexte à gérer et le comptoir le propose de le faire, notamment de quelle manière on peut les délocaliser, ça a été dit, de quelle manière on peut monter un plan financier, de quelle manière l'entrepreneur n'est pas prétérité dans son exploitation, parce qu'il y a quand même des temps pour déloger, relocaliser du monde, c'est des coûts, etc. Il y a le fait de changer d'endroit géographique, c'est aussi un désavantage pour l'entreprise, donc il faut recréer quelque chose. Il ne faut surtout pas minimiser cet acte d'éventuellement déplacer l'entreprise à l'extérieur pour permettre la mise en place du projet. Donc je ne vais pas être trop long parce qu'on veut vraiment donner la parole aux entrepreneurs. C'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, vous avez la parole. Je vous demanderai juste de faire des questions qui soient vraiment des questions et peut-être pas des commentaires sur l'urbanisme des 20 dernières années, parce que ça arrive parfois. Juste si vous pouvez donc poser une question au direct, dire à qui vous la posez. Je suppose que Mme Giraud s'attend à en avoir un peu plus que d'autres. Et le premier peut lever la main sans crainte. Il n'y a pas de, même si ça fait un peu ring de boxe, il n'y a pas de danger. Oui, oui. Non, mais il était juste en face. C'est pour ça que je ne pouvais pas le voir. Alain Bury, de la Société d'Ombre. Est-ce que ce point a déjà été abordé? Ça serait une augmentation des droits de superficie, ça sera un impôt quand on va construire de nouveaux bâtiments. Comment avez-vous prévu la chose? Parce que là, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. J'étais sûr qu'on parlerait d'argent, vous voyez, Madame Giraud. Alors, peut-être, je vais juste préciser une chose, c'est que l'objectif n'est absolument pas de sortir les entreprises du quartier. Toutes les entreprises, et comme le disait M. Balestra, qui servent le centre-ville, il est bien évident qu'on est intéressé à les maintenir dans le PAV. La question de la délocalisation, elle se pose pour des entreprises qui ne sont pas compatibles avec l'habitat et avec un quartier mixte. Pour celles aussi qui ont une stratégie d'évolution qui les pousse à aller vers l'extérieur, parce que je pense que la première chose pour une entreprise, c'est de se poser cette question-là, quoi. Quelle est ma stratégie? Et c'est pas le PAV et c'est pas l'État qui va donner la réponse à la stratégie de l'entreprise. Elle appartient bien à l'entreprise, cette stratégie. Maintenant, pour répondre à votre question précisément sur la question du coût, comment on va financer, on est encore aujourd'hui à finaliser les chiffrages, parce que c'est vrai qu'il y a des investissements qui sont assez colossaux. Compte tenu des évolutions de programme, on a bien évidemment des bilans économiques qui sont pas les mêmes. Donc, on est encore en train de renseigner tous ces chiffrages. Aujourd'hui, bon, on sait comment se finance l'urbanisme. Je veux dire, on a quand même des bases légales qui existent.
Donc on sait comment on finance. Hein. Le canton finance sur son domaine, les communes financent sur leur domaine, les infrastructures cantonales sont financées par le canton, et puis les privés financent leurs opérations immobilières. Voilà, donc on a quand même un cadre classique, on a une taxe d'équipement qui sert normalement à financer les certes nouvelles, des taxes causales également pour tout ce qui est assainissement, etc. Donc bon, il y a quand même un certain nombre de bases légales qui existent, et on va déjà utiliser ces bases légales-là pour voir où on en est. Alors, la loi PAV permet effectivement d'aller plus loin. Et je dirais que les communes également réclament qu'on aille plus loin, puisqu'il y a un accord avec les communes qui est prévu dans le cadre de la loi, hein, qui est à mettre sur le papier, je dirais, dans les mois qui viennent. Donc on n'a pas encore exactement toutes les réponses, tout simplement parce que on n'a pas totalement terminé tous les chiffrages, qu'on n'a pas totalement terminé toutes les négociations sur les différents éléments d'équipement qui doivent intervenir, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas répondre précisément à votre question. Quels sont les moyens supplémentaires que ceux qui existent aujourd'hui dans la loi pour financer? Je ne peux pas vous le dire précisément. Voilà. Oui, peut-être je vais donner un exemple. En fait. On a travaillé sur des plans financiers, et vous parlez du droit de superficie. Aujourd'hui, on paye 10 francs du mètre carré dans le droit de superficie. On est capable, pour faire tourner un plan financier avec 2/3 de logement social, d'aller à 50-60 francs. L'État en voudrait le double de ça. Donc c'est vrai qu'on est dans des négociations. Donc il y a une capacité d'augmenter le revenu pour l'État. Peut-être pas autant que l'État veut, mais donc il y a une réserve. En faisant des projets, en tout cas de logement avec 2/3 de logement social, comme vous le savez, c'est des projets qui sont relativement tendus, l'État peut quand même augmenter sa rente de superficie. Donc il y a un peu de marge à ce niveau-là. Oui, merci. Bertrand Arche, de la société Arche Transport. Pour ma part, je ne suis pas convaincu du PAV, mais enfin, on ne va pas entrer dans les considérations immobilières. En revanche, je sais une chose, c'est que manifestement, les dires de Mme Giraud n'ont pas été confirmés en ce qui nous concerne, puisque nous avons été voir le PAV il y a quelques mois, dans le but d'agrandir nos locaux. Et ce n'est pas les agrandir pour les agrandir, c'est parce que nous avons des besoins effectifs. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à répondre à la demande de nos clients. Et on nous a dit, on ne peut pas. C'est une fin de non-recevoir. Alors quand vous dites, chère madame, que vous n'êtes pas là pour empêcher les sociétés de se développer, que vous ne voulez surtout pas qu'elles partent, je me pose des questions. En l'occurrence, manifestement, nous sommes nous actuellement dans une impasse et nous essayons de trouver des solutions, et bien heureux je serais si vous pouviez me la donner. Bien, alors là c'est une question précise. Alors, je nie pas qu'il y a un certain nombre de cas particuliers. C'est vrai que je ne localise pas très bien, hein, votre entreprise, mais si vous êtes en bordure d'un espace public majeur de ce qui est en train d'être dessiné dans le PAV, il est évident que ça pose un petit problème si l'extension de votre entreprise, elle mord sur cet espace public. Là, on ne va pas vous accorder une autorisation de construire, c'est clair. En revanche... Je m'excuse, je ne l'ai pas précisé. Il s'agit en fait d'utiliser l'espace où nous sommes, et on est à 10 mètres, on veut monter à 25 mètres, c'est tout. Et au lieu de... Donc on ne prend absolument rien sur l'espace public. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Si on ne fait rien, on va rester encore 60 ans, on ne fait rien, et ça serait inutilisé. Bon, je pense quand même que les cas particuliers, ils sont aujourd'hui étudiés, négociés avec vous. On n'a pas forcément des réponses immédiates, hein, je veux bien le concéder, mais néanmoins, on essaye de trouver des solutions avec vous sur place quand c'est possible. À côté de ça, on fait quand même un gros travail aussi avec la FTI, avec le successeur de M. Moschinger, sur des possibilités de relocalisation à l'extérieur du PAV. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a 150 000 à 200 000 mètres carrés de surface SBP en hôtel d'entreprise pour des entreprises artisanales qui sont soit dans les cartons, soit à des états assez avancés de projet. Donc on essaye de multiplier les solutions
à l'intérieur du PAV si c'est possible, mais à l'extérieur du PAV aussi. Et puis donc à côté donc, de ces surfaces qui sont des réponses concrètes, c'est vrai qu'on travaille aussi sur des extensions et des densifications de zones industrielles aujourd'hui. Il y a la loi sur la mixité des zones industrielles qui va nous permettre de faire des modifications de zones pour accueillir aussi du tertiaire sur un certain nombre de zones industrielles. Donc on multiplie les solutions, on multiplie les axes de réponse pour pouvoir vous apporter des réponses concrètes. Alors, certes, j'admets qu'il y a un certain nombre de cas sur lesquels on n'a pas comme ça des réponses. Mais je crois que c'est ni pour les entreprises du PAV, ni pour les entreprises à l'extérieur du PAV. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans le canton, on a un espace qui est extrêmement contraint, avec beaucoup de fonctions sur lesquelles on a du mal à répondre. Et c'est vrai pour les activités, mais c'est vrai pour le logement. Qui plus est, aujourd'hui, on a un espace extrêmement contraint. C'est notre problématique majeure. On a une forte volonté de la population qui s'exprime très clairement pour qu'on maintienne une qualité de la vie, pour qu'on maintienne des espaces agricoles, pour qu'on maintienne des espaces naturels. Et tout ça, ça fait un cocktail qui est difficile à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, on est dans l'incapacité de répondre du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Mais bon, j'insiste quand même sur notre prise en considération des problématiques et sur les analyses qu'on peut faire pour essayer de vous répondre dans les délais et les conditions qui nous sont malheureusement imposées. Bien, de toute façon, je pense que M. Arche vous reposera la question assez régulièrement et il ne risque pas de vous oublier. Thierry, sans vouloir frustrer l'Assemblée, je souhaitais juste apporter un petit commentaire parce que je connais bien le cas de M. Arche et puis la spécificité de son exploitation, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont dans le même cas que lui. Donc je comprends aussi que l'État mette un frein à une certaine densification, parce qu'il faut quand même que le projet avance avec les objectifs qui ont été fixés. J'en parle parce que j'ai eu l'occasion de reloger des entreprises dans le même type d'exploitation qui ont joué le jeu, qui ont anticipé en fait un petit peu la mise en place du PAV. Et je peux peut-être passer la parole à M. Borgstedt qui, lui, a fait un pas important avec son entreprise Pellichet. On avait le même problème, en fait, et donc on a négocié avec la FTI, on a pu avoir un terrain qu'on a dû densifier. Donc maintenant, c'est plus que Pellichet, hein. Donc on a mis mais j'ai mis un parking pour Avis, j'ai mis des activités de Panalpina. Donc on a fait un multi-projet pour avoir une densité d'en dessus de 1. Donc c'est vrai, l'époque où on pouvait mettre une entreprise et puis densifier à 0,5 sur un terrain, c'est fini, il faut être réaliste. Hein. Je crois que Mme Giraud a raison, aujourd'hui on a un problème de terrain. Mais je pense que l'État a quand même une volonté, que ce soit M. Moschinger ou son prédécesseur ou son successeur, de vouloir vraiment aider les entreprises. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a quand même une vraie volonté. Et c'est vrai que des activités, en tout cas comme moi dans le déménagement, être au milieu du PAV, c'est compliqué. C'est compliqué, comme le disait aussi Michel, avoir les camions qui partent le matin, qui rentrent le soir avec tout le trafic. Donc j'ai essayé d'anticiper cette problématique. Oui, mais justement, vous êtes les trois exactement dans le même domaine, avec des entreprises qui consomment quand même pas mal d'espace, qui ont besoin de pas mal d'espace. Est-ce que ça voudrait dire, Madame Giraud, qu'alors le déménagement, ce serait mieux qu'il soit n'importe où ailleurs que dans le PAV ? C'est un peu ce qu'on a l'impression. Il y a ceux qui sont partis déjà, et puis il y a ceux qui ont l'air de s'inquiéter un peu quand même. Non, je pense qu'on est dans une période qui n'est pas très facile, effectivement, parce que tant qu'on n'a pas le PDQ, c'est vrai qu'on est un peu bloqué pour faire évoluer les volumétries, les projets, et tous les projets d'extension sont relativement bloqués. Hein, je l'admets actuellement. Alors, en revanche, on autorise quand même, il y a des autorisations de construire, hein, donc je les vois passer, je vous rassure, il y a des autorisations de construire, mais il faut que ce soit compatible avec l'évolution du quartier, et c'est bien souvent des transformations à l'intérieur des volumes existants. Voilà. D'accord. Mais donc, actuellement, je pense qu'il faut attendre la fin du PDQ. D'accord. Michel Balestra voulait ajouter quelque chose. Autant Bertrand Arche que moi-même, nous avons construit à Aubonne et à Étoile, donc on n'a pas attendu le projet du PAV pour avoir des diversifications de zones pour le développement de l'entreprise. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on vous met à Penay d'accéder au centre-ville pour distribuer au centre-ville, ça met en cause complètement le plan financier.
parce que nous sommes aujourd'hui, entre les taxes poids lourds, le fort input main-d'œuvre de nos activités, les problèmes de circulation, avec des marges qui sont de 20 à 30 francs par véhicule par jour. Ville, 2 heures à 70, ça fait 140. Les 30 francs plus une contravention à 120, vous voyez, ça ne va pas être très facile. Et encore, elles vont probablement monter, les contraventions. Alors, monsieur, je ne voulais pas vous frustrer. Attendez, on va juste passer à monsieur, parce que sinon, on va rester que sur le déménagement, et bien que j'adore cette branche... Ah. Bon, vous avez affaire, en tout cas, vous aurez un interlocuteur qui ne va pas lâcher. Hein. Il s'agit, non, en fait, il s'agit, nous avons, comme l'a dit Michel, déjà des dépôts ailleurs. On est en train de signer pour des dépôts dans la région de Penay, mais notre problème à nous, c'est une activité très particulière qui doit rester dans cette zone. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on avait fait cette demande. Non, mais on a bien compris, d'objets sensibles qui ne sont pas du déménagement, en l'occurrence. D'accord. Alors voilà, monsieur, vous allez enfin pouvoir parler, puis ensuite on donnera la parole à monsieur. Voilà, Vincent Gonnet, bonjour, Société Point Prodactua. Juste pour rajouter encore un petit point justement sur ce thème. Alors nous, on est dans une société qui est vraiment dans la mixité de la zone, puisqu'on fait de la communication. On s'est installé en 2007, on n'a volontairement pas utilisé la totalité de notre droit à bâtir, et depuis 2008, on fait des demandes répétées pour pouvoir étendre notre activité, ce qui avait été dès le départ de notre stratégie d'implantation dans cette zone-là. Et depuis 2008, on ne peut pas avancer, ce qui est assez compliqué, parce que ça bloque tous nos projets de développement, et on aimerait savoir si une association comme la vôtre pourrait s'intéresser à notre affaire. On est dans le même cas de figure, je dirais, que la société Arche. Simplement, alors, on n'est pas dans un domaine d'activité qui poserait un problème de compatibilité par rapport à un nouveau plan de quartier. Voilà, c'est une société de communication. Bien, je crois qu'on va peut-être prendre la question de monsieur aussi, puis vous essayez de répondre aux deux en même temps, comme ça on ne mange pas trop de temps. Monsieur ? Bonjour, Olivier Bergera de la société Bergera SA. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire plus sur la mixité ? À savoir, comment est-ce que cette mixité est calculée, si elle est à l'échelon global de la zone ou à l'échelon d'un immeuble en particulier. Voilà, peut-être les deux questions, enfin, dans l'ordre que vous voulez. La mixité, elle sera plutôt à une échelle globale. Hein. Et donc, effectivement, pour vérifier que la mixité soit bien là, je pense qu'on sera plutôt sur des systèmes de monitoring. Mais tout ça sont des éléments de conditions, de vérification de l'atteinte de la mixité qui sont en train d'être analysés de façon à figurer clairement dans les documents, notamment le PDQ. Hein. Mais on l'envisage bien de façon globale parce qu'on imagine bien qu'on ne va pas pouvoir avoir de la mixité à l'îlot. Et puis déjà dans le projet de loi, vous avez aussi des différences entre un secteur de l'étoile qui est essentiellement de l'activité et les autres secteurs où on a beaucoup plus de logements. Sur Acacia, on est à 70% de logements, 30% d'activité. Sur Étoile, c'est l'inverse. Il y a d'autres endroits où on a aussi des rapports différents. Donc en fonction, disons, de la configuration existante, on est déjà sur des rapports un peu différents. Et on vise 11 000 logements, 11 000 emplois à l'échelle de l'ensemble du PAV. Donc c'est ça qui sera le curseur important. D'accord. Et puis pour monsieur Gonnet, alors, oui. Parce que ça, on l'entend très souvent, que les entreprises qui croient à l'avenir, en tout cas de leur activité dans le secteur, ont de la peine à se développer, à obtenir des autorisations, et que ça va changer alors avec le PDC. Avec le PDQ, bon, c'est vrai que... Alors, on ne m'accusera pas d'avoir fait de politique, au moins. Non, mais comme je le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de PDQ, c'est difficile de prévoir des extensions qui modifient clairement le secteur. Ou alors, ce sont des autorisations qui sont provisoires, parce qu'on en accorde. Mais j'imagine que ce n'est pas provisoire pour vous. Alors, j'aurais tendance à dire que même si avant fin 2013, on ne peut pas vous donner de réponse ferme, on travaille, comme le disait M. Borstedt, sur certains secteurs et on travaille avec les associations qui sont en place. Alors, je ne sais pas où vous êtes précisément, mais... Alors, bon, il y a déjà eu des discussions avec l'association Praille, donc bon...
Aujourd'hui, on n'est pas sur ce secteur-là en priorité dans un projet opérationnel. Donc, certes, mais je pense que le mieux, c'est quand on a des interlocuteurs qui sont représentatifs. C'est-à-dire quand vous êtes sous forme d'association, c'est vrai qu'on peut identifier quelqu'un à qui parler, et à ce moment-là, c'est plus facile de dialoguer. Donc moi, je vous encourage effectivement à réactiver des associations et à nous désigner quelqu'un pour pouvoir avancer sur des sujets qui sont concrets. Là, c'est plus simple pour nous. Maintenant, je pense qu'on ne pourra pas avancer sur l'ensemble du PAV de façon opérationnelle sur tous les secteurs en même temps. Il y a certains secteurs qui sont déjà identifiés comme prioritaires. Il y a un concours qui va être lancé sur l'étoile, donc ça, on va avancer de façon concrète là-dessus. Il y a d'autres secteurs plus petits, donc je crois que le mieux, c'est de venir nous voir, de nous pointer où vous êtes, et puis de regarder comment on peut dialoguer pour vous apporter des réponses plus précises. Merci. Alors, il y a des choses. Je m'excuse, Jacques Cher. J'aimerais poser 2 questions à Madame Giraud. La première, est-ce que le PDQ que vous mettez en place va uniquement fixer des règles, tenant compte que quand même le PAV, c'est une opération qui va durer 20 ans, ou est-ce qu'on va de nouveau être opposé au dernier PDQ qui a fait le département, qui vont jusqu'à mentionner le candélabre qu'il faut utiliser? C'est une première question. La deuxième, est-ce qu'il y aura une consultation de ce document avant sa mise en place? Et puis le deuxième point, vous avez parlé aussi de transfert d'entreprise. Je donne un cas assez simple, c'est celui de Vernier, où l'État veut déclasser les terrains donc, en zone artisanale pour pouvoir faire des transferts, et comme par hasard, les 2/3 sont occupés par des villas, avec l'impossibilité de pouvoir effectivement utiliser cette zone. Voilà, alors 3 questions. Zone Villa à Vernier. La deuxième, c'était est-ce qu'on pourra consulter avant la mise en œuvre du PDC, du PDQ, décidément, je suis désolé. Oui, mais bon, là, il y a une excuse. Hein, je suis désolé, Monsieur Cher. Hein. Et puis la toute première, voilà, maintenant elle me sort de la tête. Le candélabre. Le candélabre, voilà, le candélabre. Celui-là, vous l'avez retenu, voilà. Alors le candélabre, il faut m'expliquer dans quel PDQ c'est, parce que je ne le connais pas. J'ai encore jamais vu un PDQ avec des candélabres, mais... je peux vous donner un exemplaire de celui qui est appliqué, par exemple, à Mérin, à l'avenue Louis Casailly, où les candélabres sont mentionnés. Vous ne confondez pas avec les PLQ? Non, c'est un PDQ dans le cas présent. Je vois que M. Machinger acquiesce, et effectivement, je peux vous l'envoyer. Puis le deuxième, c'est un deuxième dans la région de Bernay, où effectivement on part dans le même esprit, où on a fait un PDQ, où on vous dit exactement ce qu'il faut faire. C'est tout juste si on ne vous dit pas quelle typologie d'appartement il faut employer. Alors, en tout cas, pour moi, un PDQ, que je sache, c'est un accord entre les collectivités. Donc, c'est un contrat, on va dire, entre les communes et l'État. Donc, bon, c'est l'objectif à atteindre. Il faudra vous échanger des courriers, effectivement, pour éclairer cette affaire de candélabre, si j'ose dire. Donc, le candélabre engage la commune et l'État. Mais il y a néanmoins une consultation du public qui est programmée dans le cadre de la procédure. Donc ça, en général, évidemment, ça se fait. Donc à ce titre-là, la population est consultée. Donc je réponds oui, vous serez consulté. Ensuite, j'essaye de reprendre les questions. C'était pour le terrain que visait l'État et qui est occupé par des villas. Un terrain de relocation, enfin, ou d'installation. Donc des zones industrielles qui sont occupées par des villas. Oui. Donc les zones industrielles occupées par les villas, c'est vrai que c'est des historiques qui sont longs qu'on récupère. Et il y a un certain nombre de zones qui vont faire l'objet de modifications. Là aussi, bon, c'est un peu difficile de vous répondre quand je n'ai pas les cas précis sous les yeux, mais il est clair que les villas n'ont rien à faire en zone industrielle, ça on est bien d'accord. Donc on est bien souvent face à des situations où il faut, par modification de zone, remettre les choses d'aplomb. Pour vous répondre plus précisément, il faudrait que vous me montriez un plan et puis que vous me disiez exactement où ça se trouve, parce que je ne peux pas dire... Juste, Thierry, si tu me permets, je suis là.
Ah, tu es là, mais Ouais. excuse-moi, j'ai cru que ça venait du public. Là, Une articulation importante. Donc, M. Cher parle du plan directeur de quartier, Mme Giraud. Mais on a dans le projet, dans la loi, on parle aussi de PLQ-PAV. Comment ça s'articule autour du PDQ? Parce que c'est vraiment ces PLQ qui vont donner des orientations assez claires, pas au niveau de où on va fixer un candélabre, mais au niveau justement des activités, logements et autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là? Ça me paraît important pour les gens en place. Alors le PDQ, c'est vrai qu'on a dans le PAV un PDQ PAV et des PLQ PAV. Donc ça veut dire qu'on essaye de sortir un peu de la définition habituelle des PDQ et des PLQ. Notamment en ce qui concerne les PLQ, l'objectif c'est d'avoir des secteurs qui sont suffisamment grands, parce qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir un découpage de PLQ en timbres-poste qui nous sont souvent reprochés parce que c'est des tout petits périmètres, qu'on est quasiment à l'échelle d'une autorisation de construire, et donc que ça n'a plus vraiment le sens initial d'être un plan pour un quartier, un plan localisé de quartier, c'est vraiment pour définir les grandes directives ou les grandes directions sur un quartier. Donc le PDQ, il est là pour, PDQ-PAV, il est là pour garantir un certain nombre d'éléments de cohérence à la grande échelle. Donc, ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est qu'on recherche tout de même d'avoir vraiment les grands éléments importants, c'est-à-dire les invariances qu'il va falloir respecter au point de vue des espaces publics, au point de vue des façades et des alignements, ce qu'il va falloir respecter au point de vue de l'énergie, mais prise à une échelle qui soit suffisamment grande, ce qu'il va falloir respecter à l'échelle des déplacements et de la mobilité, mais à une échelle qui soit suffisamment grande. Et ce qu'on essaye de rechercher à travers ce document, c'est également d'avoir des procédures de modification qui soient suffisamment souples. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout définir dès le premier PDQ. Donc on imagine aujourd'hui d'avoir une procédure d'adoption qui soit une procédure relativement classique, et ensuite une procédure de modification qui va nous permettre de probablement un document qui sera précis sur certains secteurs, beaucoup moins précis sur d'autres, là où on n'a pas suffisamment de réponses, et qui dira, dans les secteurs qui sont moins précis, on viendra compléter par modification. Voilà un petit peu je dirais la direction dans laquelle on part, et on est en train de discuter avec les partenaires autour de ce PDQ. Après, le PLQ-PAV, encore une fois, bien sûr, il précisera des éléments, parce que c'est son rôle d'être beaucoup plus précis, mais il doit être à des échelles plus importantes que ce qu'on connaît habituellement, et puis on essaiera d'être aussi dans une définition, d'ailleurs si vous lisez la loi, il n'a pas la même définition que les PLQ habituels, on essaiera d'être dans une définition qui ne soit pas de verrouillage de la forme urbaine, mais qui donne les garanties que le PLQ donne au point de vue équilibre financier de l'opération, répartition et précision des droits à bâtir, etc. Ça sert à ça un PLQ. Monsieur Borchet. À Monsieur Cher sur la concertation. Là, il est en concertation privée. Monsieur Cher, juste pour répondre, vous en tout cas au niveau de l'Étoile et de l'association, c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions avec l'État, et pour leur MEP, ils nous proposent de mettre un certain nombre de membres de l'association au niveau du concours. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies discussions, et je pense que l'État est réaliste, qu'il a besoin des privés pour faire des projets concrets. Autrement, ça restera quelque chose de très théorique. Donc en tout cas, nous, au niveau de l'association Étoile, on a vraiment cette discussion de parler de projets concrets. Qu'est-ce qui se ferait vraiment sur cette zone? Oui, Michel Balestra, convaincu de cette concertation? Oui. Que l'État est obligé d'avoir le privé pour réaliser des projets, c'est une évidence. Il n'aura pas les moyens tout seul. Mais par contre, l'histoire nous a appris dans cette zone que nous ne sommes pas des promoteurs. Donc, les gens qui ont un projet doivent se faire aider par des vrais professionnels, parce que les projets sont difficiles de par les contraintes qui sont imposées par l'accord entre les communes et l'État.
On sait aujourd'hui que quand il faut faire 2 tiers de logement social, c'est pas facile de faire tourner un projet. Les conditions géologiques sont difficiles aussi dans la zone. Tous ceux qui ont construit dans cette zone savent qu'on ne construit pas bon marché dans cette zone. Et ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on peut défendre nos intérêts bec et ongles, se mettre en association pour qu'on ait une indemnité correcte, mais je ne conseille pas à ceux qui ne connaissent pas le métier de se lancer dans des projets importants. J'ai connu dans les 30 années que j'ai passées ici quelques entrepreneurs qui l'avaient fait, qui tout à coup étaient bloqués par l'État parce qu'ils ne pouvaient pas choisir les locataires qu'ils voulaient et qu'on finit par faire faillite parce qu'ils ont pratiqué un métier qui n'était pas le leur. Donc je conseille à tous les superficiaires de s'occuper d'abord de leurs affaires et de dégager des profits, ensuite de négocier correctement leurs biens-fonds, et si toutefois ils veulent mettre en place un projet en concertation avec l'État, de se faire aider par un professionnel. Voilà, Monsieur Meuchinger, vous n'allez pas le contrarier, hein, je pense. Non, je te remercie beaucoup, Michel. Je crois que, sans vouloir parler trop du comptoir, mais c'est exactement l'idée qu'il y a derrière avec ce groupe qu'on a créé. Pourquoi on met les pieds dans le pave. On a vraiment réuni les compétences pour accompagner en fait l'entreprise dans ce processus, puisque les questions sont multiples. Et puis, au niveau, on veut faciliter en fait ce déménagement, relocalisation, soit dans le périmètre du PAV, soit à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment le rôle que nous souhaitons jouer. Et par le biais de nos compétences, de notre expérience, on est à même d'accompagner, d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur les difficultés, sur les obstacles à franchir et autres. Je crois que c'est très important parce que si on se précipite, on risque de se retrouver à un point de blocage. Donc merci Michel de me donner l'opportunité de parler du comptoir immobilier, voilà, qui est fait, mais je crois qu'on peut peut-être revenir aux questions. On revient aux questions, oui, tout à fait. Monsieur Gillard, ça ne m'étonne pas beaucoup. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Pascal Gilliard, entreprise Martin et compagnie. Moi, je suis un inconditionnel du projet d'agglomération. Et automatiquement, ce qui est en train de se préparer dans le cadre du PAV et aura des incidences considérables avec des cercles qui s'éloignent toujours un peu plus du centre même du PAV. Et à l'inverse, par rapport à la porte sud du canton, quelles sont les influences, comment vont-elles être gérées lorsque le projet du PAV aura abouti? Alors, Madame Giraud, ça, on est vraiment dans le long terme. Oui, enfin, je pense que le projet du PAV, il s'inscrit totalement dans le projet d'agglomération, puisque c'est le renforcement des centralités. On est dans le projet d'agglomération sur une vision du territoire multipolarisé, où on renforce les pôles et où on les connecte. Donc on est dans la construction d'un véritable réseau. Et là, on est complètement avec cette densification, cet élargissement du centre-ville dans le renforcement de du pôle centre. Comment vont se gérer les liens entre les deux portes? Alors, je dirais d'abord, pour reprendre ce que me disait M. Balestra tout à l'heure, qu'il est clair que le rôle de porte logistique du PAV va être complètement conservé. Ça, c'est vraiment un des axes du projet sur lequel on a des décisions qui sont prises. C'est qu'on garde cette fonction logistique pour toutes les marchandises qui ont à voir avec le centre-ville, notamment l'alimentaire, ça c'est évident, mais aussi tout un tas d'autres activités qui servent le centre-ville. Et puis, donc, si votre question porte sur la logistique et les marchandises sur le pôle sud, on est dans une distribution des rôles entre ces différentes polarités. Et ces polarités logistiques, elles ont chacun un rôle bien distinct. Oui, si tu me permets, Thierry, de prolonger, tout à l'heure, là, M. Arche et Michel Balestra ont dit qu'ils avaient déjà anticipé. Finalement, on s'aperçoit déjà qu'on est dans une agglomération, pour l'instant, considérons qu'elle reste suisse romande. Et en fait, si vous prenez l'autoroute aujourd'hui, jusqu'à Lausanne, ce n'est qu'un périphérique. À l'échelle macroéconomique, en comparaison internationale, sur des pôles d'activité qui réunissent entre 1 200 000 et 2,5 millions d'habitants, avec une population et un nombre d'emplois plus ou moins égal,
avec une dynamique considérable. Donc on est déjà dans une autre articulation et finalement, plus on va rendre accessible un lieu tel que le PAV, plus il y aura de concentration, de volonté de le pénétrer. Donc voilà, moi c'est ma réflexion aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une question logistique et de capillarité de distribution ou de maillage toujours plus étroit de la présence d'entreprises. C'est un tout. Et comment c'est traité au niveau des États respectifs ou des cantons respectifs. Ça me paraît un vaste programme, comme aurait dit quelqu'un, parce que si on doit refaire l'Europe et les régions transfrontalières, ça va être un peu dur. Peut-être en 2 mots, Madame Giraud. En 2 mots, c'est le fondement même du projet d'agglomération, d'être compacte, multipolaire et verte. Compacte parce qu'on essaye justement d'économiser les ressources et de reconcentrer dans des pôles des densités plus fortes, mais donc qui permettent de préserver les ressources du sol à l'extérieur. Donc il y a une mixité dans ces pôles qui permet aussi qu'on y trouve des réponses aux besoins du quotidien. Et puis il y a une mise en réseau de ces pôles pour avoir une vraie économie du territoire et pouvoir se répondre. Mais c'est vrai qu'on est dans une construction dans une métropolisation finalement, hein, dans une métropole qui est sur plusieurs pôles, parce que si ça c'est vrai et c'est travaillé à l'échelle du projet d'agglomération Franco-Val d'Eau Genevois, on est bien sûr en résonance avec des échelles plus vastes, et puis Lausanne en particulier et toute la région lémanique. Merci. Alors, très rapidement, Monsieur Lassos voulait rajouter un mot, et puis ensuite, Monsieur Barrault avait une question. Comme évidemment, par la configuration, on lui tourne le dos, je ne l'ai pas vu tout de suite. Oui. Alors, Monsieur Lassos. Et vu qu'on a quitté pour quelques instants l'aspect financier et pour aller sur l'urbanisme, je voulais profiter de signaler, pour ceux qui s'intéressent à des aspects un peu plus larges, l'exposition GVA 2030 qui se déroule à Unis-Dufour en ce moment, à laquelle la Chambre de commerce est partie avec GVA Cube, cette fois que vous avez peut-être vu en 2010, que nous avions exposé au Bastion. Et aujourd'hui, à 12h15, il y a une table ronde très intéressante sur la mobilité, justement, qui se déroulera entre 12h15 et 13h45, à laquelle je vous invite à participer. D'accord, alors s'il n'y a pas trop de bouchons entre les deux tables rondes, vous pourrez en principe avoir le temps d'y arriver. Monsieur Barrault. Oui, merci Monsieur Bickefer. Florian Barrault, je suis président d'une fondation qui fait du logement social, la FPLC. On est actif avec Monsieur Borgstedt dans le secteur de l'Étoile. Je voulais juste revenir sur la mixité, sur l'arrivée en masse de logements dans le secteur et rappeler que l'État a doté les fondations immobilières en général et la nôtre en particulier de fonds pour pouvoir investir dans le secteur. Et c'est évident qu'avec également le projet des 2 tours de la Marbrerie, nous aurons un excellent exemple de mise en place d'un plan financier mixte dans lequel on devra faire cohabiter du logement social et des entreprises et d'autres services. Donc ce sera un exercice sur un terrain de l'État, in vivo, pour voir comment peut bien fonctionner et assez rapidement, je l'espère, cette mixité. Donc c'est vrai que notre fondation et d'autres fondations peuvent être actives également auprès des entreprises, comme l'a rappelé Michel Balestra et Philippe Meuchinger, pour accompagner, pour financer, pour cofinancer, participer à ce développement. Et c'est vrai que l'État n'est pas démuni totalement en la matière et peut assister sans pour autant avoir besoin de prendre la part du lion, mais en tout cas être un partenaire actif également dans le cadre de la promotion immobilière. Je profitais de le signaler parce que c'était une inquiétude, notamment sur toutes les infrastructures publiques. Merci. Merci, Monsieur Barrault. Alors, Michel Balestra et ensuite Monsieur Sreda. Très rapidement, puisqu'on a élargi dans le cadre de la métropole lémanique, contrairement au plan d'agglomération, Lausanne n'est pas intégré dans la réflexion. Je crois qu'on s'arrête aux alentours de Nyon. Et puis, il y a un deuxième très gros problème dans les réflexions sur la métropole, c'est qu'il faut en rester le centre. Parce que si on n'en reste pas le centre, on se fait vider de notre substance économique. Donc, il faut absolument que Genève prenne conscience de la difficulté dans laquelle elle se trouve. D'abord, on a externalisé 85 000 postes de travail qui créent près de 400 000 mouvements pendulaires qui paralysent complètement la circulation genevoise parce que nous ne sommes pas capables de loger une plus large partie de nos actifs. Que 2 à 3% suffirait largement pour régler le problème d'aménagement et faciliter considérablement les choses. Donc, on a plein de choses comme ça à regarder et à faire. Imaginez que la France, aujourd'hui, va demander 13% sur les salaires des frontaliers pour la sécurité sociale.
Est-ce que vous pensez qu'après 2014, fin de la clause de sauvegarde des bilatérales, on va tolérer l'accord fiscal entre Genève et la France pour 850 millions pour Genève au détriment du droit européen qui taxe au lieu de domicile? Moi, j'en suis pas certain du tout. Donc, si nous ne logeons pas une plus large partie de nos actifs, nous avons de très gros problèmes à venir. Donc là, je fais un petit peu de promo. Nous avons lancé hier une campagne qui s'appelle Quelle Genève. Vous avez un site qui s'appelle quellegenève.ch et tous ceux qui ont des témoignages à apporter en fonction de leur profession ou de leur activité peuvent nous mettre un petit blog sur une des activités de ce site. On en fera peut-être un livre blanc et je pense que c'est dans l'intérêt des autorités politiques d'avoir le témoignage des gens qui sont sur le terrain et que ce témoignage réuni sur une forme condensée, c'est un plus important pour prendre des décisions. Donc voilà. Merci. Alors là, on a eu toute une série d'informations. Je n'ai pas dit de page de publicité, mais je l'ai un peu pensé. Mais c'est bien parce que c'est des publicités constructives. C'est toujours constructif, la publicité. Monsieur. Bonjour, Adrien Besson, groupe 8 Architectes. J'ai une question pour Madame Giraud. Vous nous avez parlé donc, du PDQ et son calendrier pour 2013. J'aimerais juste comprendre un autre point. On a parlé d'un superficiaire pour faire une opération, il a le choix entre faire un PLQ ou initier un concours. Hein, donc il me semble qu'il y a ces deux possibilités. J'aimerais savoir qui prend cette décision. Est-ce que c'est le superficiaire? Est-ce que c'est l'État qui impose ça à un superficiaire? Et après exactement comment l'opération se passe. Donc, tout ça se passerait après l'adoption du PDQ. Oui, Madame Giraud. Alors on est pleinement dans le cas de la Marbrerie, où on a effectivement procédé par concours. Le concours la possibilité de ne pas faire de PLQ quand on a un concours et quand on construit le résultat d'un concours, elle existe dans la loi. Hein. Donc c'est une possibilité qu'on souhaitait utiliser pour la Marbrerie. Aujourd'hui, on est dans une demande des communes de disposer d'un PDQ néanmoins avant de construire. Alors bon. Il y a un souci légitime des communes qui est celui de vérifier que l'équilibre économique, que les équipements soient pris en charge. Et on est dans cette résolution de difficulté-là, c'est que est-ce qu'on peut faire ça sans avoir un PDQ au moins et un PLQ? Alors le PLQ, probablement, mais disons aujourd'hui on est plutôt sur l'optique d'aboutir ce PDQ avant de pouvoir construire quoi que ce soit. Ce qui n'empêche pas que, pour l'exemple de la Marbrerie encore une fois, on poursuive parallèlement les études de façon à être prêt à déposer une autorisation de construire le jour où on a un PDQ en force. Très bien, merci Madame Giraud. Je crois que sur cet élément concret, on va pouvoir terminer notre table ronde. Alors évidemment, l'exercice est frustrant parce qu'on a eu pas mal d'informations, mais j'imagine qu'il y avait encore des questions. Vous avez la possibilité de les poser à nos débatteurs, à nos participants lors du réseautage, c'est ça, hein, je crois, le terme officiel. Donc vous avez une demi-heure de réseautage qui vous attend dans la pièce d'à côté. Je remercie nos participants, les organisateurs et le public nombreux.